Le rétinoblastome est la tumeur maligne intraoculaire qui est la plus fréquente de l'enfant. Elle est rare dans les pays industrialisés et son incidence globale est estimée à environ 7000 cas par année dans le monde, dont au moins 2000 cas sont situés en Afrique. L'incidence est d'environ 1 cas sur 15 à 20 000 naissances en Europe et aux USA et 1 cas sur 17 000 naissances en Afrique de l'Ouest. Ceci a été évalué par une étude menée en 2016 et concernant les pays suivants, avec une grosse concentration qui avait été notée au Nigeria, soit 431 cas. Est-ce que la fréquence du rétinoblastome est plus élevée dans les pays à faible revenu? C'est une question qui persiste parce qu'il faudrait qu'ils soient tous diagnostiqués. Alors, la fréquence par rapport aux autres cancers de l'enfant, en général, le rétinoblastome occupe la 2e place après les lymphomes. Nous avons relevé des fréquences élevées au Burkina, au Mali et au Sénégal. Vous nous excuserez pour les autres pays d'Afrique francophone où nous n'avons pas pu avoir de référence. Comme le disait le professeur Fatou Sylla, le rétinoblastome intéresse surtout les jeunes enfants, donc avant l'âge de 5 ans, avec un maximum de 90% avant 3 ans. L'âge médian au diagnostic est de 15 mois pour les formes bilatérales et de 24 mois pour les formes unilatérales. La plupart des rétinoblastomes, heureusement pour nous, sont unilatéraux, dans 60 à 70% des cas. Et nous n'avons pas retrouvé de distinction de genre dans la littérature et parmi les différentes études menées. Dans les pays industrialisés, le délai de prise en charge a été réduit, ceci grâce aux efforts de dépistage précoce, ce qui a amené un taux de guérison bien supérieur à 95%. Dans les pays en développement, le délai de prise en charge est en moyenne de 200 jours. Abordons maintenant la génétique, qui est la grosse partie de ce cours. Donc, on sait que le rétinoblastome est la première tumeur dont l'origine génétique a été démontrée, ceci grâce à Knudson, puis plus tard Cummings, en 1971. Ils ont retrouvé le gène RB1, qu'on appelle aussi gène RB, qui est situé sur le bras long du chromosome 13. Voici ce gène, donc, au niveau du chromosome 13. Ce gène est un anti-oncogène, et ceci grâce à la protéine RB qu'il contient. Cette protéine va contrôler négativement le cycle des cellules tumorales et donc empêcher la croissance normalement des tumeurs. Elle est présente dans toutes les cellules du corps, mais son rôle est plus important au niveau de la rétine où il n'existe pas de frein au cycle cellulaire. Alors, la théorie de Knudson était la suivante. Le cancer se développait grâce à une mutation de ce gène RB1 dans une cellule rétinienne. La mutation entraînait une inactivation de la protéine RB, donc une instabilité du génome, une division cellulaire sans frein, et la formation d'un rétinome, puis d'un rétinoblastome. Il est nécessaire, pour que cette tumeur se développe, qu'il y ait une atteinte des 2 allèles du gène, car un seul gène normal va suffire à bloquer la formation de la tumeur. Quelles sont les mutations? Il y a 2 types de mutations. Une mutation avec prédisposition génétique, que l'on appelle encore mutation constitutionnelle, qui est héritée d'un parent porteur, souvent le père, et qui est dite germinale. Elle prédispose au développement du rétinoblastome héréditaire. Une mutation sans prédisposition génétique est la mutation acquise qui survient de nouveau et qui va être responsable du rétinoblastome sporadique. Dans le rétinoblastome héréditaire, il y a 2 mutations, une mutation constitutionnelle et une mutation acquise. Les enfants porteurs d'une mutation sur l'un des 2 allèles du gène, soit une mutation constitutionnelle, vont faire un rétinoblastome si la 2e mutation sur l'autre allèle survient dans une cellule rétinienne, en général un photorécepteur de type cône. Et cette 2e mutation est acquise.
Donc on peut voir sur ce schéma l'enfant qui naît avec cette première prédisposition, une mutation donc constitutionnelle qui va faire une mutation acquise et il y aura développement des tumeurs à partir de cette mutation, de cette deuxième mutation. Il s'agit d'un rétinoblastome généralement plus sévère avec une prédisposition au développement d'autres tumeurs dont la plus fréquente est l'ostéosarcome. Les formes cliniques seront un rétinoblastome bilatéral, uni ou multifocal, c'est-à-dire une ou plusieurs tumeurs, en fonction du nombre de deuxième mutations. Nous le verrons un peu plus loin. Il pourra s'agir également d'un rétinoblastome unilatéral, multifocal. Donc en fonction du nombre et du moment de deuxième mutation, on retrouve les rétinoblastomes bilatéraux unifocaux par néomutation prézygotique, donc au moment de la conception, au niveau des gamètes de l'un ou des deux parents atteints. Dans le rétinoblastome bilatéral multifocal, la première mutation est transmise à partir d'un parent atteint et il y a plusieurs mutations acquises. Donc ça donne des formes bilatérales multifocales. Le rétinoblastome unilatéral multifocal est plus rare. Il s'agit d'une néomutation post-zygotique qui survient à un stade précoce de l'embryogenèse. Cette mutation est dite de type mosaïque parce qu'elle est présente seulement sur certaines cellules et elle peut passer inaperçue à l'analyse des lymphocytes sanguins. On dit aussi mosaïcisme. En cas de mosaïque, il n'y a pas d'antécédent familial. Il y a une mutation de l'allèle RB1 pour certaines cellules du fœtus et pas pour d'autres. Les frères et sœurs ne sont pas à risque, mais la descendance peut être à risque, d'où l'intérêt de dépister, rapidement, peu après la naissance. Dans le rétinoblastome sporadique, il y a 2 mutations acquises. Donc les 2 mutations vont survenir au cours du développement et vont cibler une seule et même cellule rétinienne. Donc c'est ainsi, l'enfant naît sain, il y a une première mutation acquise et une deuxième mutation acquise qui va entraîner la tumeur. Et le plus souvent, on aura un rétinoblastome unilatéral unifocal. Quel est le mode de transmission? Il est autosomique dominant, c'est-à-dire que l'atteinte d'un seul des 2 parents suffit pour que se développe un rétinoblastome. Pour la plupart des mutations, l'inactivation de la protéine RB s'exprime avec une pénétrance complète, c'est-à-dire 90% de risque de rétinoblastome. La pénétrance incomplète est plus rare. Les mécanismes qui sont responsables des différences de pénétrance sont divers et sont encore incertains. Les formes cliniques en rapport avec la génétique sont les suivantes. C'est le rétinoblastome héréditaire qui, nous le rappelons, survient dans 40% des cas, où il y a plus d'un membre de la famille qui est atteint. Les enfants sont jeunes, généralement avant 2 ans, et les manifestations sont celles que nous venons de citer, donc le rétinoblastome bilatéral unifocal, dans 17% des cas, le rétinoblastome unilatéral multifocal, dans 15%, et le rétinoblastome bilatéral et multifocal, que l'on appelle encore le rétinoblastome familial. Il existe un risque de cancer secondaire. Dans le rétinoblastome sporadique ou non héréditaire, soit 60% des cas, le plus fréquent, une seule personne est atteinte dans la famille et la forme survient après l'âge de 2 ans ou parfois c'est chez l'adulte, mais c'est très rare. La manifestation, c'est le rétinoblastome unilatéral et unifocal et il n'y a pas de risque de cancer secondaire. Il existe des cas particuliers, notamment selon les données récentes génétiques de la génétique moléculaire, le rétinoblastome peut survenir même en présence de gènes RB1 non mutés. C'est le cas quand il existe un oncogène MYCN amplifié et l'âge de manifestation devient plus précoce, en moyenne à 4 mois et demi. La monosomie 13 est aussi responsable du rétinoblastome. C'est un cas particulier d'aneuploïdie. Elle est partielle et intéresse toujours donc le chromosome 13 sur le bras long.
Ces manifestations sont diverses, somatiques, au niveau céphalique, cardiaque, etc. Au niveau oculaire, outre le rétinoblastome, on peut retrouver une cataracte, une microphthalmie, et des anomalies des paupières, un strabisme. Les cancers secondaires, leur fréquence est de 25 à 50% des cas. Ils peuvent survenir chez des sujets prédisposés avec mutation constitutionnelle, et on incrimine le rôle de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de la tomodensitométrie, d'où l'intérêt de réaliser des imageries par résonance magnétique chez les patients qui présentent des formes prédisposantes héréditaires, soit des formes bilatérales ou unilatérales multifocales. Ils sont liés à l'absence de protéines RB, et ces cancers secondaires sont surtout des sarcomes osseux, dans les zones irradiées ou non. Dans certains cas, il ne s'agit pas d'un cancer secondaire, mais il était essentiel d'en parler. Le rétinoblastome peut être associé à une tumeur de la glande pinéale, que l'on appelle le pinéaloblastome, et on parle alors de rétinoblastome trilatéral. Les cancers secondaires concernent les rétinoblastomes bilatérales et le rétinoblastome unilatéral dans une moindre proportion. Dans le cas du rétinoblastome unilatéral, toujours penser qu'il peut s'agir d'une mosaïque. L'attitude pratique face à ces éléments de génétique, c'est que toute personne ayant eu un rétinoblastome durant l'enfance devrait bénéficier d'une consultation d'information génétique, car il existe un risque de transmission à la descendance et un risque de cancer secondaire pour lui-même. Chez les enfants qui sont sans antécédents familiaux de cancer oculaire, la consultation de génétique va permettre de déceler des formes héréditaires, notamment retrouver un rétinome chez les parents qui peut prendre cet aspect-là, de guider la surveillance ophtalmologique et d'estimer le risque de transmettre la maladie à leurs futurs enfants. Plusieurs cas sont considérés avec un schéma de surveillance bien précis. Avec l'étude génétique, il faut rechercher la mutation et en fonction de l'existence ou non de la mutation, on aura un comportement différent face à ces enfants qui peuvent présenter des rétinoblastomes. Lorsqu'il existe une possibilité d'étude génétique, c'est un cas à envisager parce que peut-être qu'il n'est pas répandu dans nos régions, mais c'est une chose qui va certainement arriver très bientôt. Nous disposons de généticiens en Afrique, donc nous allons commencer à mener des études génétiques. Lorsque le test génétique est négatif, si les deux yeux sont atteints, il y aura une altération. L'altération génétique est quand même possible. Si un seul œil est atteint, la probabilité de mutation est fortement diminuée. Lorsque le test génétique est positif, il impose de tester et de suivre les autres membres de la famille, ne serait-ce que pour évaluer le risque de transmettre à leurs futurs enfants ou le risque pour les enfants de moins de 5 ans de développer un rétinoblastome. En conclusion, je dirais simplement qu'il faut connaître les règles génétiques du rétinoblastome pour adopter une stratégie thérapeutique adéquate en attendant de disposer de l'analyse génétique et de sa diffusion. Dans le rétinoblastome héréditaire, il est important de surveiller les patients dépistés et traités et d'établir le diagnostic précoce dans la fratrie. Il faut éviter, enfin, au maximum les gestes et thérapeutiques mutagènes dans les formes héréditaires. Je vous remercie.